par ailleurs, Deutsche Bank est accusé et va certainement être condamné à Londres et à New York pour des opérations de sa filiale à Moscou, qui a vendu des titres en roubles et puis qui a permis aux oligarques russes de transformer ça via la branche de Londres en un autre produit, en livres sterling, en faisant des opérations tout à fait frauduleuses. Tout ça est récent, et on vous parle d'ING, mais sous l'aspect 3000 emplois en main, et on ne vous parle pas de l'ensemble des scandales qui continuent à secouer et qui devraient nous amener à dire, avec force, il faut un service public de la finance. Éric. La principale banque portugaise est encore publique, et elle est l'objet d'attaques maintenant. Du côté allemand, on a deux mastodontes qui sont la Deutsche Bank et Commerzbank, et puis on a une série de banques liées au Länder. L'Allemagne est constituée de Länder, mais elles ne travaillent pas du tout réellement ou elles ne travaillent plus dans une fonction de banque publique régionale qui était leur fonction de départ. Et quelque part, c'est bien évidemment qu'il y ait encore des banques publiques dans des Länder, mais j'ai été invité par exemple par le groupe parlementaire de Die Link au Parlement de Nordrhein-Westphalie, donc capitale Düsseldorf, avec Cologne, Aachen et tout ça. C'est un Länder de 17 millions d'habitants, c'est le principal Länder allemand. Et ils ont un gros problème avec leur banque publique, qui est très mal gérée. Et donc, effectivement, quelque part, pendant le discours néolibéral a pu fonctionner auprès de l'opinion publique, parce que dans une série de pays, on voyait bien qu'une série d'institutions publiques, dont des banques, n'étaient pas gérées dans l'intérêt du public. Ce qui permet encore à un type comme Renders, quand il était ministre des Finances, de dire l'État belge n'a pas vocation à diriger une banque. Parce que ça vient d'il y a 30 ou 40 ans. Et évidemment, nous devons critiquer les institutions bancaires publiques telles qu'elles fonctionnent dans différents pays européens, même s'il faut défendre aussi, je crois qu'Éric y a fait allusion, le passé de la CGR, et pas un passé dont il faut être honteux. La CGR a fait un métier de la banque plutôt honnêtement, et le scandale, c'est d'avoir liquidé cette banque publique et qu'elle se retrouve dans BNP Paribas. Le crédit communal, pour moi, le passé était moins brillant, parce que la manière dont il a imposé aux communes une série de choses dans les années 70-80 est discutable, mais le scandale, c'est sa transformation en Dexia en 96, et donc, je dirais, effectivement, dans une série de pays européens, il y a encore des banques publiques, dont l'Allemagne, dont le Portugal, il y a encore quelques autres, et ça peut être un point de départ pour redéployer le secteur public, mais il faut dire en même temps, c'est pas pour étendre ce qui existe encore, c'est pour faire vraiment autrement le métier de la banque et de l'assurance. À quoi on n'a pas répondu? Bon, ce que je voudrais dire sur l'argent sale, évidemment, c'est toute une série de banques qui sont mêlées à des affaires, et je développe notamment dans Bancocratie l'histoire de HSBC, cette banque fondée au 19e siècle à Hong Kong, et qui veut dire la banque de Hong Kong et de Shanghai. HSBC, qui est une banque importante, vous pouvez voir les publicités, etc. Elle a dû payer une amende aux États-Unis pour avoir blanchi 861 millions de dollars des cartels de la drogue mexicains et colombiens. Donc ça a été tout à fait précisé, défini, et elle était condamnée à payer une amende pour cela. C'était il y a 4 ans. Et évidemment qu'il y a des banques de très grande renommée qui sont spécialisées et qui ont dû payer des amendes, mais alors que si tu veux financer, couvrir 861 millions d'opérations des cartels de la drogue, les cartels mexicains ont produit 35 000 morts dans les années 2010 au Mexique, payer simplement une amende,
alors qu'on a prouvé qu'activement HSBC a organisé cela, a même transformé les guichets de banque, figurez-vous, pour qu'on puisse entrer des valises, parce que y a eu un investissement pour changer la manière dont on pouvait entrer, puisqu'il faut entrer des dollars en billets, et donc il fallait pouvoir arriver au guichet de banque au Mexique. Pour faire ça, tout ça a été démontré. Le patron de ça à l'époque, je vous signale, ça va faire plaisir à Robert, était pasteur. Il est pasteur. Il s'appelle Stephen Green et il écrit 2 bouquins d'éthique sur la banque. Et maintenant, il a été, alors qu'il était en plein mouillé dans l'affaire, il a été nommé pour avoir l'immunité Lord, parce que c'est en anglais, mais il dirigeait HSBC général, et il a été nommé Lord et puis ministre de David Cameron, du premier gouvernement de David Cameron, et maintenant il est docteur honoris causa de la School of Oriental and African Studies, l'université de Londres. Donc je raconte son histoire, Stephen Green, dans mon bouquin. C'est assez intéressant, édifiant de voir à quel point la question effectivement de la criminalité en col blanc à très très haut niveau, c'est pas des petits employés de banque qui trafiquaient, c'était au plus haut niveau et l'amende a été payée. Merci Eric. Alors... Mais tout ça pour éviter une condamnation. Ça méritait évidemment une condamnation et ce directeur aurait dû se retrouver en tôle évidemment. Alors, Eric, tout ça, tu prends quoi? Bon, on sort un petit peu de la thématique, mais c'est vrai qu'il y a des liens. Je suis évidemment pour retrouver l'exercice de la souveraineté, bien sûr, que a été démontré pour moi que la zone euro est une camisole de force sur les peuples des pays de la zone euro. Il a fallu du temps pour s'en rendre compte. Beaucoup d'entre nous ont eu des illusions où se disaient « bon, je ne suis pas enthousiaste, mais ce n'est pas un danger ». Et en réalité, on se rend compte que dans la zone euro, il y en a qui payent le prix beaucoup plus fort. Il y a des peuples qui payent le prix beaucoup plus fort que d'autres, parce qu'évidemment, quand la Grèce ou le Portugal ou Chypre vont mal, l'Allemagne peut emprunter à des taux de 0 pour financer sa dette publique, alors que les autres, parce qu'il y a des déplacements de capitaux au sein de la zone euro. Et donc, effectivement, je suis pour retrouver la souveraineté des États et des peuples sur la création monétaire. Et donc là, ça implique de revenir à des monnaies nationales. Je pense que, bon, je suis intervenu, comme vous le savez, en Grèce. Je pense que c'est un élément clé pour des pays comme le Portugal, pour Chypre, pour l'Espagne, pour l'Irlande, pour la Grèce. Mais je pense aussi que ça vaut plus généralement. Je parle de la sortie de la zone euro. Et sinon, je suis évidemment pour que les banques centrales prêtent directement au pouvoir public, qu'on en revienne un peu à des acquis de l'après-Seconde Guerre mondiale. J'attire votre attention sur un bouquin écrit par un jeune ami qui s'appelle Benjamin Lemoine et qui s'appelle « L'ordre de la dette, enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché ». Ça vient de paraître aux éditions La Découverte. Et qu'est-ce qu'il montre? Que l'État français, qui exerçait la souveraineté sur sa monnaie, plaçait aussi hors marché sa dette publique, puisque les banques étaient publiques, elles achetaient des titres de la dette publique française à un taux d'intérêt fixé par l'État français, et le taux d'endettement de l'État français, à cette époque-là, était de 40% en relation avec le produit intérieur brut. La dette publique a explosé à partir du moment où l'État français a décidé de mettre sur le marché sa dette et de se financer par les marchés et plus par un système qui fonctionnait très bien. Donc je suis pour un retour à l'exercice de la souveraineté des pouvoirs publics sur la monnaie et sur le financement de ces activités. Merci.